Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. C'est en cette fin d'année, on a décidé avec Gérard Collard de vous donner envie de lire, de vous donner le coup de cœur de l'année. Gérard, il vous reste sûrement des petits cadeaux à faire. Il y a le 31 décembre qui approche. Donc, on peut faire un petit récapitulatif de tout ce que vous avez loupé. De ce que vous avez loupé, dont il faut absolument parler. Alors, vous avez une bonne idée, vous proposez des coffrets. Et ça, c'est vachement bien. Bah oui, on fait des coffrets par thème. Par exemple, il y a le coffret littérature étrangère. Alors, dans cette littérature étrangère, il y a un de nos chouchous, mais nos chouchous, ils l'ont même réimprimé pour nous. Ça s'appelle Les Inséparables de Julie Cohen chez Mercure de France, qui est une pure merveille. C'est comme, j'appelle ça un doudou littéraire. Ouais. C'est un vieux monsieur, il a 85 ans. Et c'est drôle parce que quand les gens ont 85 ans, on n'imagine pas qu'ils ont été jeunes. Et là, il est malade, il est au bord de la mer et il décide de. Il sent qu'il a Alzheimer et tout. Il décide de ne pas emmerder sa famille. Mais là, il va vous raconter. Et on va raconter sa vie, l'amour avec sa femme. Il y a un secret. Il a un fils. Il a eu un fils avec une première femme. C'est le genre de livre irracontable tellement c'est bien. Voilà, moi, c'est un critère quand un livre est... Oui, c'est ça. C'est on n'a pas envie de le raconter, on a envie que les gens... Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a un secret, ça se passe au bord de la mer, il y a un hymne à la nature. Vous savez, c'est un peu l'histoire d'amour de ces gens simples, enfin, comme nous, enfin, normaux, quoi. Et on se dit, bon, ils ont une vie comme ça... On rentre, on se met dans les pantoufles de ces vies qu'on regarde. Et puis viennent vos amis, vos familiers, puis quand ça s'arrête, on se dit, il va quand même pas se jeter dans la mer, il y a encore même, il y a peut-être quelque chose... C'est absolument, vous avez le cafard, vous lisez ça, vous êtes bien devant un feu de cheminée ou même tranquille, avec un plaid sur les jambes. C'est sublime de chez Sublime. Donc ça s'appelle Les Inséparables de Julie Cohen, c'est au Mercure de France. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret littérature? Il y a Brad Watson aussi, Miss Jane, vous savez, chez Grasset, qui était très bien, l'histoire de cette petite fille. Alors apparemment tout va bien, elle est heureuse, mais elle a un problème physique très important. On est dans les années 20, donc actuellement, ça serait maintenant, son problème, il serait relativement résolu, mais là, elle peut pas. Je peux pas vous raconter le problème physique parce que il faut lire là aussi. C'est le courage. C'est le courage d'une petite fille puis d'une femme. Et puis vous allez voir comment elle va tout faire pour vivre. Et puis nous qui nous plaignons pour des petites choses comme ça. Et puis c'est toute la crise de 29 des États-Unis. Il y a un parallèle avec ce qui se passe actuellement, la pauvreté, le décalage entre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas. Et puis c'est surtout le courage d'une femme, quoi. C'est le courage d'une femme qui veut vivre malgré tout. C'est tonique. C'est vous y allez. Ça. Un autre, un petit. Alors rappelez peut-être le. Alors ça s'appelle Brad Watson, Miss Jane chez Grasset. Miss Jane, c'est le titre. Brad Watson, c'est l'auteur et c'est chez Grasset. Et puis le troisième, qui est dans le troisième, c'est énorme. C'est une des injustices de cette année. C'est John Boyne. Ça s'appelle Les Fureurs invisibles du cœur. Ouais. C'est chez Lattès et c'est pour moi un des plus beaux romans de l'année. Ça se passe en Irlande dans les années 60. Une jeune femme, plutôt une ado, qui est enceinte, mais ça se fait pas enceinte. Elle n'a pas de mari officiel, donc elle est virée mais bannie de son village avec une cruauté incroyable. Elle va se retrouver à Dublin, là son gosse naît et elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent pour l'éduquer, donc elle va le donner à une institution religieuse pour être adopté. Et il va être adopté par un couple de nazes, complètement branle, qui lui font remarquer qu'il ne sera jamais de la famille. On se demande même pourquoi ils l'ont adopté. Et puis lui, il va se découvrir qu'il est homosexuel, donc en Irlande, vous imaginez, adopté, homosexuel, et c'est le combat de ça n'a rien d'une thèse, c'est 7 chapitres, 7 ans, et c'est toute l'histoire de l'Irlande. Et alors il va partir à la fin, il va aller à Amsterdam, à New York, vous allez partir avec lui à la recherche de qui il est, du bonheur. C'est vraiment la recherche du bonheur. Et puis ça se lit comme une grande saga. J'ai adoré ces 3 bouquins, ces 3 leçons de courage, 3 leçons de vie, 3 univers différents. C'est le plaisir de la lecture, c'est ça qu'on a envie de vous dire, c'est des raconteurs d'histoire. Moi j'adore. Donc ça s'appelle Les Fureurs invisibles du cœur. L'auteur s'appelle John Boyne, B-O-Y-N-E, et c'est chez Lattès. Ça, c'est 3 incontournables. Comme je suis moins intello que vous, moi mes 2 gros coups de cœur, ce sont deux bandes dessinées ou romans graphiques. C'est L'Arabe du futur de Riyad Satouf. C'est un des incontournables. Alors vous avez été très très nombreux à l'acheter, mais voilà, c'est pas parce qu'il n'a pas besoin de nous qu'on ne doit pas en parler. Et puis le livre de Luz, Indélébile, qui raconte Charlie Hebdo, mais un Charlie Hebdo que vous connaissez peut-être pas. Quand on dit je suis Charlie, vous savez pas très bien ce que c'était. C'est drôle, on éclate de rire, c'est bouleversant. C'est un dessin formidable avec il raconte l'histoire de cette bande de copains, Charles, Luz, Cabu, qui leur apprend, qui était le maître absolu. C'est vraiment un chouette livre. C'est aux éditions
Futuropolis. Voilà. Allez, on se fait un autre coffret, un coffret poche. Ouais, on se fait un petit coffret poche. Alors, on commence par un livre d'humour qui rend... Bon, c'est une année un peu difficile, hein, donc de Florent Oiseau, je vais m'y mettre chez Pocket. J'adore cet auteur, c'est un jeune auteur. Hein. On est... alors, c'est un glandos, j'adore les glandos, c'est-à-dire que lui, il est en fin de droit. C'est une grosse feignasse, il aime les saucisses cocktail comme moi avec du ketchup. Il adore regarder genre d'Eric à la télé. Il est bien. Les femmes, c'est un peu compliqué parce que c'est fatigant de faire l'amour, donc il le fait pour l'hygiène dans l'absolu. Mais bon, et puis il y a un moment, il y a les fins de droit, donc il faut se remuer, il va chercher un emploi. Et là, c'est délirant. Vous allez voir qu'il va, pour un mec qui n'aime pas trop se fatiguer avec les femmes, il va devenir proxénète. Vous allez voyager avec lui. C'est plein d'humour, c'est plein de drôlerie, c'est fin. Mais alors derrière ça, c'est ce que j'aime. En fait, c'est quand même une description de tous ces jeunes qui sont un peu paumés, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui savent pas ce qu'ils peuvent faire. Et c'est une sorte d'errance, mais c'est à mourir de rire, mais avec finesse. Comment ça s'appelle alors? Ça s'appelle Florent Oiseau, je vais m'y mettre, c'est chez Pocket. Pocket, qu'est-ce que vous avez dans votre deuxième, petite boîte? ça c'est un des chefs-d'œuvre de l'année. Hein. Ouais. C'est Olivia Elkaïm. Ouais. C'est Je suis Jeanne Bulterne. Ouais. C'est chez Point. Alors ça, c'est pour moi. C'est un vrai chef-d'œuvre. On peut parler de chef-d'œuvre. Jeanne Bulterne, c'était celle qui a inspiré Modigliani. C'était une de ses ses égéries et c'est le Montparnasse. Alors c'est une petite bourgeoise qui est relativement douée pour la peinture et le crayon. Et puis elle va tomber amoureuse, mais folle. Hein, c'est une histoire vraie. Hein, de la passion folle pour Modigliani, mais Modigliani, c'est un artiste, donc les femmes, il les voit passer, elle va tomber enceinte. Enfin, c'est plein de passion, de cette relation, de souffrance. Cette passion, Alors la fin est absolument tragique. On vous racontera pas, mais c'est vraiment. Alors ça, c'est un très beau livre parce que vous apprenez des choses, parce que même si c'est une biographie, même si c'est un roman, et puis c'est un de ces personnages qui vous reste quand même. C'est quand même incroyable. Ça, c'est à mon avis une des belles choses au niveau de. Oui, donc ça s'appelle Jeanne Bulterne de Olivia Elkaïm, c'est chez Point. Et puis il y a le petit qui, moi j'ai adoré, c'est Marlena de Blasi, c'est 1000 jours à Venise en folio. C'est une pure merveille. Marlena, c'est son histoire vraie. Hein. Elle est new-yorkaise, elle est un peu comme vous, elle a tout réussi. Elle est heureuse, elle est dans son métier, elle est pas bête, elle est brillante. Et elle rencontre un bel Italien. Et oui, mais ça a l'air d'une caricature, mais c'est ça. Et lui, en plus, il est vénitien. Donc elle va tout abandonner, elle va partir à Venise. Et là, vous dites Venise, mais là, Venise, c'est pas si facile que ça. C'est qu'il faut charmer cette ville. Les Vénitiens sont des gens très durs pour être acceptés dans la communauté. Et elle va charmer les Vénitiens. Elle va être charmée par Venise. C'est une histoire d'amour. C'est une autre Venise. C'est pas la Venise des touristes et tout ça. Ça peut être très dur. C'est un très joli livre. C'est un très joli livre. Ça coûte pas cher. Vous cherchez des petits cadeaux ou même pour passer un excellent moment. Allez-y. Ça s'appelle 1000 jours à Venise. De Marlena de Blasi. C'est chez Folio. Je peux vous rajouter 2 petits livres dans votre coffret poche, Les signes de la 5e avenue et Hollywood Boulevard. C'est nos deux, moi ce sont 2 de mes chouchous et des livres que j'offre le plus. Hollywood Boulevard, c'est l'histoire de Mary Pickford, donc cette première comédienne du cinéma muet. En fait, moi je me dis, je m'en fous un peu, ça m'intéresse pas le cinéma muet, noir et blanc. Et en fait, c'est l'histoire de cette femme qui était petite fille destinée par sa mère à devenir comédienne. Donc c'est de théâtre, attention, parce que le cinéma c'était mal vu. Avec ses bouclettes, etc. La relation qu'elle a avec une scénariste, avec une jeune femme qui va devenir scénariste, c'est les femmes à Hollywood, c'est formidable. Là aussi, ça vous prend par la main. Moi, j'avais adoré l'histoire. J'ai découvert ça. Pourquoi on faisait des scénarios, il y avait des gens qui faisaient des scénarios et surtout qui faisaient parler les auteurs. C'est parce qu'en fait les auteurs dans le muet ils racontaient n'importe quoi, c'est-à-dire que quand il y avait une grande scène d'amour, sur les lèvres ils disaient t'as mangé quoi à midi, mais les gens à la fin ils comprenaient, donc ils se sont dit il faut faire quelque chose, et c'est de là qu'on apprend plein de choses. Et puis c'est surtout une histoire d'amitié, les femmes à Hollywood. Donc ça s'appelle Hollywood Boulevard, l'auteur s'appelle Mélanie Benjamin, et si vous n'avez toujours pas lu Les signes de la 5e avenue, allez-y, génial. C'est l'arrivée de l'écrivain Truman Capote, même si vous le connaissez pas, c'est pas très grave. C'est l'arrivée d'un mondain, d'un écrivain surdoué dans le milieu new-yorkais, de la haute bourgeoisie new-yorkaise. C'est vraiment, allez-y. Moi, à chaque fois que je les ai donnés à lire et offerts, tout le monde a été conquis. Elle s'appelle aussi, c'est toujours Mélanie Benjamin qui a écrit ce livre-là. Voilà. Donc ça, c'est notre coffret poche. On se retrouve dans un instant et puis on va appeler des libraires un petit peu partout en France pour qu'ils nous donnent leur sélection à eux. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi,
Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec une semaine un petit peu particulière avec des rencontres entre 11h et midi. Gérard Collard, voilà, on est content de vous rencontrer. Là, on va faire avec vous le point sur les livres de l'année, nos coups de cœur. On n'a pas fait de coup de gueule. Hein. On est en période de fête. On va finir, voilà, il se passe assez de choses donc comme il y a ça. beaucoup de livres qu'on a envie de vous conseiller. Il reste encore des cadeaux à faire pour le 31 décembre. Et puis même, on n'est pas obligé de faire des cadeaux. On peut s'acheter un livre pour se faire plaisir. Et on a décidé aussi d'appeler des libraires un petit peu partout en France. Et on est en ligne avec Christelle Ratzfeld. Bonjour Christelle. Bonjour. Votre librairie s'appelle Le Livre dans la Théière. Très joli nom pour une librairie. Vous êtes à Roche-Servière, c'est cela? C'est pas loin de Nantes. Alors c'est entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Je suis en Vendée. Voilà. Alors vos coups de cœur, vous, de cette année? Alors cette année il y en a plein, mais là pour les périodes de Noël, il y en a peut-être 3 qui sont un peu magie de Noël, un peu bienveillant. Donc il y a Valentine ou la belle saison de Anne-Laure Bondou. Alors vous êtes 3 à l'avoir choisi. Il y a Gérard qui l'a sur la table. Il y avait Lydie Zanini aussi qui voulait nous en parler. Donc c'est vous qui avez la priorité. Alors on vous écoute. Racontez-nous Valentine ou la belle saison. Alors, Valentine ou la belle saison, ça fait partie de ces livres qui sont bienveillants sans être gnangnan. C'est-à-dire que vous allez rencontrer Valentine, elle a une cinquantaine d'années, elle a une cinquantaine d'années et elle a un tournant de vie, voilà. Et elle décide d'aller dans sa maison de campagne, enfin, elle qui est quitte la maison Paris, de sa elle mère. décide de quitter Paris. Elle quitte Paris, voilà, pour faire un peu une espèce de point sur sa vie. Et puis, bien sûr, dans la maison de famille, il va y avoir des secrets de famille qu'elle va découvrir, ça va lui permettre de revisiter toute sa vie, toute son enfance et donc aussi de retrouver des amitiés, de retrouver une fraternité, enfin de retrouver son frère, voilà. Il y a son frère qui arrive effectivement. Voilà. Puis il y a sa mère aussi. Voilà, et il y a la mère. Alors une mère qui, alors on va pas dire ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a une espèce de mystère. Hein. Au début, moi je me suis laissé un peu prendre le retour chez la mère, mais bon, voilà, il y a un petit peu de mystère, il y a un peu de suspense. Bon, c'est pas un thriller du tout, hein, mais il y a, voilà, on a envie de savoir. Mais c'est le portrait d'une femme qui arrive au milieu de sa vie et qui Valentine. Voilà, Valentine, c'est vraiment la fille que vous auriez envie de connaître. Vous avez envie d'aller faire du vélo avec elle. Elle a la vie un peu de tout le monde. C'est aussi une belle lecture, je trouve, si on veut chercher un petit peu plus loin, d'une époque, de l'époque de ses parents, des années 70, avec des modes de vie qui ont été qu'on n'imagine même plus maintenant. Donc ça aussi, moi, ça m'a intéressée. Mais bon, c'est aussi du plaisir, quoi. Puis ça se passe à Brive, autour de Brive, c'est sympa et tout. Alors ça s'appelle Valentine ou la belle saison, Anne-Laure Bondou, et c'est aux éditions Fleuve Noir. Et je trouve, attends, il y a aussi... Il y a une critique aussi dedans, mine de rien, de ces gens très idéalistes à gauche et qui se retrouvent confrontés à une époque et qui sont un peu désabusés par ce qu'ils arrivent, quoi. Voilà, ouais. Et il y a ça, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une critique sociale, quoi. Alors une critique, c'est pas du tout un livre de critique sociale. Non, c'est un regard, voilà. Ça raconte notre monde, mais en même temps avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on trouve aussi beaucoup de gens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ils essayent de faire de leur mieux, des fois ils se plantent, mais bon, mais c'est très optimiste en même temps. Très bien. Le deuxième livre, c'est Le Roi Chocolat de Thierry Montoriol aux éditions Gaillard. Ouais. Alors qui est le Roi Chocolat? Alors le Roi Chocolat, c'est le héros de ce livre qui s'appelle Victor, le Roi Chocolat. Et en fait, ça je peux le dire tout de suite. En fait, c'est une histoire vraie parce qu'il a vraiment existé cet homme-là. Mais alors quand vous lisez le roman, vous vous dites mais il y a vraiment des gens qui ont des vies de romans, des vies romanesques. Il part de Saint-Nazaire. Il est journaliste mondain. Il part de Saint-Nazaire pour aller faire la saison lyrique à Buenos Aires. Il va rencontrer une femme, alors passion amoureuse dès le début, sur ce transatlantique. On est au début du siècle, hein, on est dans les années 1910. Il va rencontrer une femme mystérieuse, mexicaine, très sensuelle, avec qui il va faire la traversée. Et puis, en fait, rien ne va se passer comme c'était prévu. Il va pas pouvoir reprendre le bateau pour repartir. Il va devoir traverser toute l'Amérique du Sud. Et là, il est bloqué dans un village où, pour se nourrir, on lui donne une espèce de mixture de chocolat et de banane. Et c'est le banania. Et quand il va rentrer en France, il va ramener cette recette.
Et là, c'est la guerre 14 qui débarque. Il va populariser la recette. Après, il va se retrouver aux prises avec les milieux de la finance dans les années 30, avec les secrets industriels qui vont lui être volés. Enfin, une vraie vie de roman. C'est palpitant. On apprend plein de choses. Ouais. Et c'est écrit à partir des carnets de reportage de cet homme. Hein. C'est une histoire vraie et c'est une histoire assez incroyable. C'est incroyable. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'ai bu du banania comme tout le monde, je crois. Et jamais j'avais imaginé qu'à l'origine de cette histoire, des petits déjeuners, il y avait une telle aventure. Il y avait eu une telle aventure. Alors, Thierry Montoriol, en fait, explique dans certaines interviews, il expliquait que il y avait un mystère autour de son grand-père dans cette famille, et c'est en retrouvant les carnets qu'il a reconstruit toute l'histoire qui lui était partiellement inconnue aussi. D'accord. Et puis le troisième livre s'appelle Habemus Piratam de Pierre Rofast, et c'est aux éditions Alma. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est un roman où on passe du bon temps, parce que on va rencontrer, on est dans un petit village au fin fond de la campagne. Un curé est arrivé, un jeune curé, ça fait 2 ans qu'il est là, il s'ennuie comme un rat mort, il voit personne, pas grand monde à la messe. Tous les vendredis, il fait la confession, mais il a que des vieilles mamies qui viennent le voir, qui s'accusent, qui se confessent d'avoir triché au Scrabble, enfin bon, rien de palpitant. Puis un jour, il y a un homme qui se présente et qui là lui dit, je suis un hacker, un pirate informatique, et j'ai péché contre les 10 commandements et j'ai besoin de me confesser. Il ne le voit pas, puisque on est dans un confessionnal, et cet homme, tous les vendredis, va venir raconter en quoi il a péché. Et là, chaque péché correspond au portrait d'un personnage qui escroque et tout ça. Donc, quand vous lisez le roman, vous attendez, avec le curé, vous attendez les vendredis, quoi. Vous avez envie vraiment de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Vous rencontrez une espèce de dentiste qui fait du tatouage sur les dents, enfin des personnages complètement improbables. Et à la fin, alors il y a un retournement, moi je m'y attendais pas. Il faut pas voilà, donc je vous dirai pas ce qui se passe, mais vraiment vous passez un bon moment. Vous donnez envie de le lire. Habemus Piratam de Pierre Rofast chez Alma. Merci beaucoup Christelle. Et puis si vous êtes dans le coin, passez la voir, ça s'appelle Le Livre dans la théière à Roche-Servière. Voilà. Gérard, on a donc d'autres coups de cœur, on peut se faire un petit coffret, disons, histoire. C'est pas mal. Pour ceux qui aiment l'histoire. J'ai un autre réalisateur que je parle bien dans le micro parce qu'il va faire des réflexions. Alors, vous avez un bouquin que j'ai adoré. J'ai redécouvert un personnage chez Vidocq, aux éditions de l'Archipel, de Bruno Roy-Henry. Alors, Vidocq, pour moi, c'était... on n'a pas le même âge. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous, mais c'est Claude Brasseur, Bernard Noël, c'est des feuilletons. J'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler. Lui, il était rigolo, enfin plutôt plein d'humour. Il était très sensuel. Il y avait cette jeune femme très jolie, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec des robes à l'Empire, vous savez, très transparentes. Moi, ça me rappelle ça, Vidocq. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Vidocq, c'est le gars qui a inventé la police moderne. C'était un espèce d'armoire à glace. Il n'était pas du tout pauvre. Il était fils de bourgeois boulanger. Et puis, il va faire plein de enfants, ados. C'est une crapule. Hein. Et puis, il va voyager partout. Et il va devenir cette espèce, il va se ranger, puis il va me donner tout ce qu'il connaissait en tant que bagnard au service de la police. Et ça avait un vrai livre d'aventure. Ça fait exploser la caricature. Il va servir je ne sais pas combien de régimes. Alors, une fois que vous êtes dedans, c'est marrant parce que je l'ai fait lire à des gamins vidéo qui connaissaient pas du tout. Ouais. Et en fait, ils ont été pris, ils ont lu ça comme un grand roman d'aventure. C'est absolument, c'est incroyable. C'est pas notre ministre de l'Intérieur actuel, quoi. Donc voilà, c'est quand même autre chose. Et donc l'auteur, c'est Bruno Roy-Henry et c'est chez les éditions de l'Archipel et ça s'appelle tout simplement Vidocq. Voilà, Vidocq, absolument. Donc si vous voulez repasser. Vous l'avez prévu ou pas, Alain Decaux raconte? J'ai adoré. Parce que ça c'est trop bien, c'est une bonne idée d'avoir réédité. Alors là aussi, ceux qui sont plus jeunes ne connaîtront peut-être pas, mais Alain Decaux qui racontait l'histoire, qui a popularisé l'histoire, et c'est une très bonne idée, je trouve, d'avoir rassemblé dans un texte. Vous savez, quand Frédéric Mitterrand se mettait tout seul devant la caméra pour vous raconter, lui, Decaux, c'était un peu le Mitterrand de l'époque. Et puis moi, c'est ce qui m'a appris à aimer l'histoire. C'est-à-dire qu'il transforme l'histoire en un grand livre d'aventure. Et puis en plus, il a quelque chose de génial. C'est qu'il vous donne envie d'aller voir
après, c'est-à-dire que vous l'écoutez, vous dites voilà, qu'est-ce que c'est, et en plus, allez, alors il y a le livre. C'est chez Perrin, ça s'appelle Alain Decaux raconte l'émission culte, c'est chez Perrin. Si vous avez des jeunes, genre 15 ans, 16 ans, vous pouvez y aller, à mon avis, ça fonctionne. Et puis si vous voulez le revoir, vous allez sur YouTube et il y a tout les absolument génial. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coffret histoire encore? Alors j'en ai encore un petit, c'est Ludovic Miserol qui a écrit l'affaire Roskeller, c'est chez French Pulp. Je sais jamais le dire, je pense au film, c'est French Pulp. En fait, c'est l'histoire de Sade à travers Rose Keller. Rose Keller, elle a existé, c'est une jeune femme, elle était mariée, amoureuse de son mari disparaît, elle se trouve, elle est au chômage, elle est mendiante à Paris, et puis elle voit descendre d'un carrosse un type plutôt bien habillé, plutôt charmant, elle a pas de peau, il s'appelle Sade, il lui propose de venir faire le ménage, elle est un peu, elle se rend compte que c'est un peu limite, bizarre, mais elle a faim, donc elle se dit je vais venir faire le ménage chez vous, et là vous avez tout ce que Sade faisait subir aux femmes, c'est-à-dire c'était des choses absolument abominables, pervers, et là aussi ça remet, moi je trouve qu'on a sanctifié Sade au niveau littéraire. Déjà moi, je n'en suis pas persuadé de la qualité, si tant est qu'il y ait de la qualité, mais surtout, je trouve que rien ne justifie les souffrances qu'il a infligées à ces gens. Alors, je sais qu'on va me dire, j'adore Céline, mais ça n'a rien ça n'a rien, ça c'est abominable, quoi. Je veux dire, on le vit au quotidien, mais ça se dévore, hein. Vous suivez la vie de cette femme. Il y a plusieurs tomes, hein. C'est vraiment, c'est le courage d'une femme face à un sadique, espèce de sadique, et puis qui n'était pas tout seul, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des orgies et tout, ça se dévore. Et moi, j'ai redécouvert ça. Et puis cette femme, c'est quand même l'opération de la justice. Une autre façon de parler de ça, effectivement, qui est souvent dans les milieux un peu branchés. C'est très très bien vu. Les crimes du marquis de Sade, l'affaire Rose Keller, et c'est aux éditions French Pulp. Allez, on se retrouve avec d'autres livres dans un tout petit instant. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous, on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi et aujourd'hui on parle livre avec Gérard Collard. Bonjour. Bonjour, on s'est déjà fait une demi-heure qu'on c'est vrai ensemble. Qu'on s'est dit bonjour. Et oui, le temps de la pub paraît parfois un peu long. C'est incroyable. Voilà, très joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et on fait un petit point sur les livres de l'année, ceux que vous pouvez vous offrir pour vous faire plaisir ou encore s'il vous reste des cadeaux à faire. Et on fait un petit tour de France des libraires. On est en ligne avec Aliénor Mauvigné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à Toulouse, c'est la librairie Ombre Blanche et on voulait connaître vos coups de cœur pour cette année. Alors écoutez, dans la rentrée littéraire, nous on a été extrêmement frappés par le premier roman de Pauline Delabroix-Allard, Ça raconte Sarah, publié aux éditions de Minuit, qui nous a semblé, pour toute l'équipe, vraiment être d'abord un tour de force pour un premier roman, une magnifique façon de traiter la passion amoureuse dans tous ses débordements et en même temps avec beaucoup de pudeur et de retenue, et une intelligence de langue et de construction romanesque assez impressionnante, je dois dire, pour un premier roman. Et donc c'est vrai que sur la rentrée littéraire, c'est le texte qui a retenu le plus notre attention. Et qui a plu à vos clients aussi, quand vous leur avez recommandé, ils sont revenus enthousiasmés? Oui, tout à fait. On a eu d'excellents retours de lecture des clients parce que c'est vrai qu'elle a encore une fois une intelligence pour aborder ce sujet qui a priori peut paraître battu et rebattu. Non, parce que c'est vraiment l'instant où ça bascule. C'est vraiment le moment où se produit le coup de foudre. Alors oui, c'est le moment du débordement de la passion qui arrive, et puis aussi après la chute, je dirais, parce que toute passion en général se finit mal, surtout en littérature. C'est un peu le principe. Mais encore une fois, c'est vrai qu'elle arrive à renouveler le propos, d'abord parce qu'elle a une construction narrative, moi je trouve assez brillante, et qu'elle nous rend ça parfaitement intime et juste pour tout le monde. Donc c'est vraiment une très très belle réussite. Et puis encore une fois, c'est un premier roman. De cette tenue-là, voilà, c'est vrai que c'est à saluer. Et elle figurait dans la première sélection du Goncourt. Hein. Ça s'appelle Ça raconte Sarah, l'auteur Pauline Delabroix-Allard, et c'est aux éditions de Minuit. Votre deuxième coup de cœur? Alors le coup de cœur de l'année, je dirais, c'est le roman de Paul Auster qui est sorti en janvier, 4-3-2-1 chez Actes Sud, qui
moi, je dois dire, m'a absolument bluffé et saisi sur la question du roman et de la vie aussi. Pour rappeler rapidement, donc Paul Auster imagine un personnage qu'il va faire dévier 4 fois, 4 possibilités de vie différentes, mais sur des micro-événements qui vont soit le toucher lui directement, soit sa famille. Et il arrive à brasser ça sur 1500 pages sans nous perdre jamais, tout en nous donnant à voir l'immense possibilité des vies qu'on pourrait vivre, et puis surtout encore une fois, du pouvoir et de la puissance de la littérature. Je trouve que quand on aime le roman, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas lu d'abord un aussi bon roman et un aussi bel hommage au pouvoir du roman et au pouvoir de la littérature. Et c'est vrai que c'est un ouvrage qui peut paraître impressionnant parce qu'il est extrêmement volumineux. Les vacances de Noël, ça peut être l'occasion de se plonger dedans, mais ça reste, moi je trouve, c'est un auteur reconnu, Paul Auster, qui n'avait plus ses preuves à faire. Malgré tout, là, je trouve qu'il sublime son art. Ah oui, vraiment qu'il en a fait quelque chose. Et pour moi, c'est un des romans les plus marquants de cette année, par cette ampleur, justement. Et puis, encore une fois, quand on aime la littérature, être embarqué comme ça par tous ces possibles et voir faire partie du roman en train de s'écrire en même temps, c'est assez admirable. Merci beaucoup, Aliénor Mauvigné. Donc, la librairie Ombre Blanche à Toulouse. On vous rappelle qu'il faut acheter les livres chez les libraires. C'est facile sur Internet, mais les libraires ont besoin de vous. Ils vous conseillent. Vous voyez, vous avez des gens passionnés comme Aliénor, comme Gérard, comme Christelle qu'on a entendu tout à l'heure. Ils vous conseillent, ils lisent les livres. Et s'ils vous les conseillent, c'est parce que ils savent que vous serez content de ce qu'ils vous conseillent. Faites confiance à vos libraires. Merci beaucoup, Aliénor. Allez, d'autres livres, alors, Gérard. Peut-être si je voulais dire, puisqu'on parlait d'Actes Sud, voilà, je vous coupe la parole. Là, c'est incroyable. Et j'ai marché vers le Nil. Moi, ça a été un de mes livres préférés de la rentrée, qui est un livre formidable qui raconte la révolution égyptienne. Donc ne partez pas quand vous entendez le mot révolution égyptienne. C'est un roman qui vous embarque avec plein de personnages incroyables. Il y a la domestique musulmane, le bourgeois copte. C'est un livre. Le gars qui s'occupe des services secrets aussi, là, il est assez fascinant. La présentatrice de télé qui couche pour réussir. C'est énorme. Ça s'appelle J'ai couru vers le Nil. L'auteur s'appelle Alaa El Aswani. Il faut savoir que le roman est interdit en Égypte, qu'il est menacé dans son pays, mais il est courageux. Il est dentiste de formation. Il continue d'exercer là-bas. Et c'est un livre, moi je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, qu'il n'a pas eu assez de succès. C'est vraiment les livres, le plaisir de la lecture. Moi je l'ai eu avec ce livre-là. J'ai couru vers le Nil, donc Alaa El Aswani. Il faut rappeler que c'est l'auteur de l'immeuble Yacoubian, qui avait été un énorme succès chez Babel Actes Sud. Allez-y, vous lisez les deux. Et c'est aussi fort, même sinon plus fort que l'immeuble Yacoubian. Et on en parle moins, je ne sais pas pourquoi. Le début est incroyable avec ce général qui est très pieux, qui fait ses... Et voilà, et ça se termine dans grossièreté. Il y a des scènes, on ne peut pas vous dire, mais il y a des scènes avec sa femme. Moi, ça m'a fasciné. La femme avec sa femme, comme il fait l'amour avec sa femme, c'est énorme. Voilà. C'est l'hypocrisie parfois de la religion avec certaines personnes qui sont... C'est le mensonge à l'état pur. Alors, de quoi on parle ? Alors, on va parler d'un petit livre, mais pour moi, c'était quand je dis un grand choc de ces dernières années, au niveau des femmes, c'est Jean-Luc Seigle, ça s'appelle La femme à la mobilette, c'est paru en Point, et pour moi c'est un des personnages de femmes. Vous savez, on en lit des livres, on en lit, puis les personnages à la fin on les oublie. Les histoires. Et cette femme, je crois que jamais j'oublierai cette femme, j'oublierai jamais la fin. C'est une femme qui a 2 enfants, elle est au chômage, elle est au chômage, mais elle veut y arriver. Son mari l'a quittée, il veut récupérer les enfants, enfin elle a la totale, elle est en province, et en province quand vous n'avez pas de moyens on est un peu dans l'actualité, en province quand vous n'avez pas de moyens de mobilité, vous ne pouvez pas avoir d'emploi. Et là, elle va trouver dans son jardin une vieille mobilette. On va lui réparer et elle va trouver un emploi grâce à ça et sa vie va changer. Alors non seulement elle va trouver un emploi, mais surtout elle va trouver l'amour. Et elle va se rendre compte que l'amour, en fin de compte, elle ne l'avait jamais connu à côté. Il y avait eu son mari, elle avait fait des enfants, elle avait fait des courses, elle avait fait une femme normale. Et là, elle découvre avec un camionneur. Alors ça fait ridicule comme ça, mais c'est pas du tout ça. C'est des personnages très, 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 très forts. Et puis à cette fin, c'est dévastateur. Je veux dire, moi je m'en souviendrai. Je me suis arrêté avant de reprendre un livre après ça. C'est un énorme roman. Ça, c'est vraiment quelque chose de. Vous prenez en pleine gifle dans la figure, un vrai coup de poing au cœur.
allez-y parce que vraiment c'est inoubliable. Ça s'appelle La femme à la mobilette de Jean-Luc Seigle. Chez Gélu. Chez Gélu, c'est paru en poche. Ouais, c'est vraiment une pure merveille. Dans les livres de la rentrée qu'on a bien aimé, il y avait le Serge Joncourt, alors qu'il y a eu pas mal de succès, mais qui est vraiment un livre qui mérite le déplacement. Oui, qui n'a eu aucun prix, mais qui est vraiment. Alors lui, c'est un raconteur d'histoire. Chien-loup, il vous raconte vraiment des histoires, et ce livre est prenant. L'histoire de cet homme et de cette femme, de cet homme qui se retrouve dans les bois. Voilà, il capte plus rien, donc il est désespéré, il n'y a plus rien sur son téléphone. Ils sont dans le Lot. Et puis il y a une relation avec un village dans les années 14 et puis les années contemporaines. Il y a l'histoire avec cette femme qui est malade et qui va là-bas pour essayer de se ressourcer et puis de changer de vie un peu. Et puis il y a la relation aux animaux en plus. Aux animaux avec cette incroyable. maison dans laquelle il y a eu pendant la guerre un berger allemand. Vous vous souvenez, ça aussi, ça fait partie de ces romans dont vous vous souvenez, quoi. C'est bien de faire ça en fin d'année parce qu'on voit ceux qui reviennent. Exactement, avec tout ce qu'on a lu, c'est. Moi, je reste aussi sur le livre de Vanessa Schneider. Elle s'appelait Maria. Qui est l'histoire de Maria Schneider, qui était sa cousine. Alors, Bertolucci est mort il y a quelques semaines. Il y a eu tout un débat autour. Et elle raconte le dernier tango à Paris et la manière dont cette scène du dernier tango l'a complètement bousillé. Alors, c'était aussi une autre époque. C'est ce qui est intéressant dans le livre de Vanessa Schneider, c'est que c'est aussi les années 70 et l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, qui étaient des intellectuels bohèmes, où tout était un peu permis. Et c'est la descente aux enfers de Maria Schneider. Mais elle le fait avec beaucoup de retenue. Elle est lue de rien. C'est vraiment un des livres, moi, qui m'ont marqué. Ça s'appelle Elle s'appelait Maria de Vanessa Schneider. Et puis dans cette année, il y a des injustices comme ça. On se bat tous les deux pour essayer que les livres dont personne ne parle sortent un peu de l'anonymat et tout. Ça s'appelle Un fils obéissant de Sexic chez Flammarion. Et déjà, ce type, c'est un surdoué de la littérature française. Et comme je dis, lire, tout existe en poche. Le cas Édouard Einstein, tout ça, c'est absolument fabuleux. C'est en petite collection. Mais alors, il a un défaut, ce type, il n'a pas de réseau et il est modeste. Donc, à notre époque, vous voyez, si vous ne faites pas le boss, si vous n'êtes pas le copain du directeur de Libération des Inrecuptibles, si vous n'êtes pas couché avec la femme du directeur d'un média quelconque, vous n'avez absolument aucune chance. Et là, c'est un des plus bels hymnes d'amour à un père, c'est-à-dire que c'est sexy, c'est le livre de sa vie, ça. C'est-à-dire, il voulait rendre hommage à ce père qui est extraordinaire. C'est le père, par exemple, son grand truc, c'est de faire des discours lors des enterrements de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont tout seuls. C'est-à-dire, voilà. Et donc là, pour pas qu'ils meurent dans l'anonymat, il va faire des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi sur le doute de l'écrivain qui se dit mais à quoi ça sert que j'écrive si personne me lit, si personne ne parle de moi. Et puis c'est Nice aussi, parce que ce sont des gens qui étaient à Nice. Il y a tout Nice en pleine. Il y a sa relation. C'est vraiment un livre tout en subtilité, en délicatesse, en finesse. Et puis il y a ce père. Moi, c'est inoubliable. C'est-à-dire que vous vous rendez compte. Puis il y a le doute. Il y a des choses. On a tous vécu ça quelque part en se disant à la fin de sa vie, il est médecin, donc il se rend compte qu'est-ce qu'on doit faire. C'est absolument sublime. Franchement, et ça n'a pas du tout de succès. C'est quand même un des scandales du chose, alors qu'on va parler du dernier Angot, qui est une daube même plus vertigineuse. On a dit qu'on disait qu'on était on peut le faire. On pourrait faire un cadeau pour les gens qu'on n'aime pas. C'est-à-dire dernier Yann Moix, le dernier Angot, le dernier voilà. Ça serait pas mal. Ça peut être une idée. On est en ligne avec Lydie Zanini. Bonjour Lydie. Bonjour. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse. Votre librairie, c'est la célèbre librairie du théâtre. Il faudrait vous mettre une statue, la statue Lydie Zanini, pour tout ce que vous faites pour les auteurs, parce que vous en recevez beaucoup et vous êtes une passionnée de lecture. Alors, vos coups de cœur, alors ça a été un de nos coups de cœur et Gérard avait commencé à le faire, je l'ai coupé pour tout vous dire. Oui. C'est le Robert Godard, La croisière Charnwood. Ah, c'est un bouquin qui est plus qu'excellent, ce livre-là. Il nous scotche dans le canapé, on n'a pas envie de venir bosser, là, vraiment pas. Alors, racontez. C'est une histoire géniale ça se passe en 1931, c'est Guy et Max qui sont deux bons copains qui sont un peu des argonniers parce qu'ils ont quand même essayé de tromper pas mal de gens en Amérique, donc il faut vite prendre le bateau pour rentrer en Angleterre et puis essayer de se refaire une petite santé financière. Et ces deux phénomènes, Guy et Max, vont tomber amoureux lors de la traversée d'une très jeune femme, très jolie femme surtout, qui s'appelle Mademoiselle Charnwood. Et cette Mademoiselle Charnwood, elle est la fille d'un gros magnat industriel. Mmh. Ils ont un deal entre eux. Si tu l'épouses, je veux la moitié de la dot. Si je l'épouse, je te donne la moitié de la dot. Sauf que ça va pas se passer comme ça, parce que le papa n'est pas tout à fait d'accord après l'enquête qu'il a menée sur les deux phénomènes. Oui. Et
évidemment, quand le père va disparaître, assassiné, on se pose la question de savoir si c'est l'amant qui conduit ou si c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Mais il y a la tante, là au milieu, qui est une vieille, pas acariâtre, mais qui sait beaucoup de choses. Et la jeune femme aussi, elle sait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer? Parce que cet homme, le père qui a disparu, était quand même un homme truffé d'argent, on peut moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que c'est vrai qu'il allait bien ou qu'il allait mal dans sa société? Alors, c'est pas du tout évident, mais par contre, ce roman nous scotche parce qu'il y a rebondissement toutes les 10 pages. Enfin, je sais pas, vous l'avez lu. Oui, non, c'est passionnant. C'est une intrigue, effectivement, qui est super bien tricotée. Les précédents étaient déjà très, très bons. Moi, je me souviens avoir lu le Iser Malander a disparu, Sans même un adieu. J'ai pas tout lu, mais ils étaient tous très, très bons. Et celui-là, c'est pareil. C'est vraiment excellent. Vraiment. Non, c'est effectivement, en plus, la description de cette époque-là, des années 30, c'est très, très, très bon. Puis c'est pas sanglant gratuitement. L'intrigue est tellement bien ficelée qu'on se demande où est-ce qu'il va chercher. Ouais. Donc ça s'appelle La croisière Charnwood, Robert Goddard, et c'est aux éditions Sonatine. Alors autre livre, tout autre chose, Tout cela je te le donnerai, de Dolores Redondo. Alors on parlait de bienveillance, on parlait de livres plutôt sympas, c'est le cas. Ça, c'est un ouvrage que j'ai vendu cet été à tout le monde, je dois dire. C'est l'histoire de 2 personnages, Manuel et puis Alvarez. Manuel est un homme qui est écrivain, marié à Alvaro. Et un jour, on lui téléphone, il est chez lui, écoutez, votre mari vient d'avoir un accident de voiture. Comment ça? Je comprends pas, mais vous me téléphonez alors qu'il est à Barcelone. Je ne sais pas ce qui se passe. Si, je vous assure, comment c'est arrivé? La voiture était en bon état, la route toute droite, et puis il a pris un malaise et il est allé, s'est éclaté contre un platane. C'est bizarre. On fait une enquête, on se rend compte qu'il a eu un coup de poinçon dans l'estomac, enfin dans le ventre, ce qui a fait une hémorragie, donc il a eu un malaise. Je vous la fais courte, et il va rencontrer notre Manuel va rencontrer, donc l'écrivain va rencontrer le notaire, et il se trouve que ce type va hériter de toute la société, les châteaux, tout le côté, toutes les vignes de ce grand domaine. Et comme dans tous les grands domaines, vous savez bien qu'il y en a un qui bosse et puis que les autres qui ont un poil dans la main, ils se servent. Et c'est ce qui se passe. Emmanuel se retrouve à la tête de ce grand empire relativement noble. Et on rentre dans cette histoire-là avec une enquête qui va être menée par Manuel, qui se retrouve complètement paumé. D'abord parce que il est avec une famille qui ne l'aime pas du tout, et il est à la tête de ce grand empire. Et on se retrouve là-dedans avec un homme qui est charmant, qui n'a rien à voir, parce qu'il est écrivain, il est toujours sous la coupe de son mari, au niveau financier, j'entends. Et on rentre dans cette histoire, on est littéralement happé, ne serait-ce que par le climat, par l'ambiance et par le côté chaleureux justement de ce Manuel qui voit le mal nulle part et qui va bien être obligé de se rendre compte de ce qu'il y a. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi, non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire. Il faut le lire là. Il faut vite le lire là. Ça s'appelle Tout cela, je te le donnerai. Donc, c'est aux éditions Fleuve Noir. Et c'est Fleuve, pas noir, Fleuve. Et c'est Dolores Redondo. Puis, vous aviez un troisième livre, mais alors qui a été choisi déjà par une autre libraire et par Gérard. Moi, j'ai abandonné mon tour. Oui, et qui s'appelle Valentine. Mais Valentine, c'est génial. C'est génial. Valentine ou la belle saison de Anne-Laure Bondou, c'est un bonbon, un sucre d'orge. C'est une histoire géniale d'une femme de 48 ans qui va se retrouver divorcée, sans appart, sans gamin, sans boulot. Elle nous en a parlé, donc c'est un de vos coups de cœur. Voilà. Très bien. Énorme coup de cœur. Mais il faut aller voir la librairie de Lydie parce qu'ils viennent de la refaire. En plus, elle vient de la refaire. Elle est superbe. Ah oui, on va aller voir Lydie. Tout le monde est à Bourg-en-Bresse. Merci beaucoup, Lydie Zanini. Venez. Merci. À très bientôt. Merci. Passez de bonnes fêtes. De quoi on parle ? Alors, de quoi on parle ? On peut parler d'un livre dont on a déjà parlé ici, mais qui est une petite merveille de plaisir et de vivacité. Ça s'appelle Concours pour le paradis, chez Albin Michel, de Clélia Renucci. Alors, on est à Venise. Alors, une Venise, là, à son apogée. Il y a 2 peintres qui se battent en duel, c'est-à-dire pour une commande. Alors, pourquoi le Concours pour le paradis ? Le paradis, en fait, c'est un plafond dans le palais des Doges. Il y a eu un incendie et puis le truc, il est ravagé. Il faut refaire le
plafond. Et là, vous allez voir que les génies, même les génies, peuvent être mesquins. Alors, d'un côté, vous avez un peintre très officiel qui vraiment, lui, il est avec le pouvoir et tout. Puis de l'autre côté, vous en avez un autre qui, alors lui, il aime les femmes, il aime manger, il aime boire, il est... voilà, c'est le Venise tel qu'on le voit. Et là, tous les deux, ils vont se battre pour avoir cette commande. Et alors, en même temps que ces deux ambitions, c'est tout le Venise. Alors, les maîtresses, les canaux, le sexe, l'ambition, la corruption. J'ai adoré. Elle a un style en plus limpide. Vous êtes complètement dedans. Si moi j'avais des sous et que j'étais producteur et que j'avais du talent, je ferais une série, un film là-dessus, parce que c'est absolument génial. Et vous allez voir qui. Alors il y a la mort aussi là-dedans, parce que sous le côté comme ça très, il y a toujours cette mort qui rôde. Vous verrez qui va gagner. Je vous le dis pas. Vous découvrirez quels sont les deux peintres qui sont. Je ne vous le dis pas non plus. Mais vous allez passer un super moment. Vous allez apprendre plein de choses. Et puis en plus, ça donne envie d'aller à Venise quand même. Donc ça s'appelle. Ça s'appelle Concours pour le paradis. C'est chez Albin Michel et c'est l'auteur. Elle s'appelle Clélia Renucci. Puis en plus, je vais faire du sexisme. Elle est très jolie. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio pour la suite de cette émission spéciale livre. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. On parle livre entre 11h et midi aujourd'hui. Gérard. Bonjour madame. Deux petits polars peut-être. Eh ben, je l'ai fait exprès. Je ne vais pas vous parler de polar, rien que pour faire le contraire de ce que vous m'avez dit. Mais je vais vous en parler après du petit polar. Mais je voulais parler de Myriam Alaoui qui avait écrit un des très jolis livres. La vérité sort de la bouche du cheval chez Gallimard. J'adore. C'est une histoire de femme. Ça devrait vous plaire. Pourquoi ? Si, parce que je trouve qu'on a sous-estimé les femmes pendant des années. Et donc là, on se retrouve à Marrakech dans les années 60. Elle est à la suite de concours des circonstances. Elle devient prostituée à Marrakech. Et là, alors elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est un très joli style. C'est très ensoleillé. C'est une découverte des quartiers populaires de Marrakech. Et alors derrière cette jouissance, c'est le plaisir de vivre. Elle a envie de vivre. Elle va croquer la vie. Et puis derrière ça, il y a quand même beaucoup de souffrance, parce que c'est quand même des prostituées. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Donc il se cache ça, et puis il y a un truc que je trouve génial, qui est de plus en plus rare à notre époque, c'est que ça se finit bien. Je devrais pas vous le dire, mais ça se finit bien. Il va se passer quelque chose dans sa vie. Des choses un peu joyeuses. Parce que c'est Noël, la fête de fin d'année, le début de fin d'année, il se passe plein de choses. Lisez ça, c'est une pure merveille. C'est accessible à tout le monde. Ceux qui aiment la littérature, ceux qui aiment les sagas. C'est une histoire. Elle raconte une histoire. Elle décrit la vie quotidienne au Maroc. Voilà. Elle raconte. C'est drôle aussi parce que c'est drôle. C'est plein de rebondissements. C'est aussi la vie quotidienne de certaines femmes et puis mais qui ont quand même ce courage. Moi, je suis assez fasciné parce que le métier qu'elle fait, elle arrive quand même à aimer la vie, ce qui est quand même incroyable. Donc ça, vous pouvez y aller. Puis ça s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval de Myriam Alaoui. A-L-A-O-U-I. Je vous le fais, votre polar. Alors, Jérôme Loubry, le 12e chapitre chez Calman Lévy, les Français. C'est deux gamins qui passent leurs vacances dans la campagne et ils tombent amoureux, plus ou moins, copains avec une petite fille. Et cette petite fille, il va lui arriver quelque chose. Je peux pas, parce qu'on me reproche de dire trop. Passent les années, il y en a un qui est écrivain, un qui est éditeur. Ils reçoivent un manuscrit. Et dans ce manuscrit, on raconte ce qui s'est passé pendant quand ils étaient enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille. Et le problème, c'est qu'à la fin de ce manuscrit, le chapitre, la fin, n'est pas le même pour les deux. Vous allez voir, c'est d'un rebondissement incroyable. Moi, j'ai mes clients qui sont venus, ils ont été absolument scotchés. Mais alors, scotchés, c'est vraiment, en plus, c'est tellement écrit, c'est des images. Vous savez, il y a des livres comme ça, vous avez les images qui sont... Et là, vous faites votre film, et la fin, elle est complètement hallucinante. Ça, c'est une des belles réussites de l'année. Donc, ça s'appelle Jérôme Loubry. Le 12e chapitre, le 12e chapitre, c'est chez Calman Lévy. Voilà, un petit poche qui marche très bien, c'est Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Ça, c'est super. Alors ça, c'est vraiment, il faut avoir du temps pour le lire. C'est un très très grand roman. Ça se passe aux États-Unis. Ça commence comme ça. Un gouverneur est attaqué par une femme âgée, un peu hystérique, qui lui envoie des cailloux. Les médias montent toute l'affaire en épingle. Son fils, qu'elle ne voit plus depuis des années. Lui, il est dingue de jeu, il est prof d'université, il joue en ligne, il est complètement geek, jour et nuit, il joue avec ça. Et puis un jour, on l'appelle en disant, voilà ce qu'a fait votre mère. Il dit, mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Et puis, voilà, j'ai pas envie de vous raconter parce que c'est un livre qui se découvre, on se laisse mener par l'auteur parce qu'il y a des allées, des venues. C'est les États-Unis d'aujourd'hui. Il y a une intrigue, effectivement. On se demande comment tout ça va évoluer. C'est l'Amérique d'aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est super. Ça vous fait vraiment une plongée. Hein. On a l'impression de... C'est un premier roman et c'est vraiment Alors, vous ne faites pas avoir parce que c'est gros, mais une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus du tout. Hein. Non, il faut vraiment avoir du temps parce que vous n'avez pas envie de le lâcher. Donc, vous allez le lire presque d'un seul coup. Donc, ça s'appelle Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill, H-I-2-L, et c'est en folio. Allez, encore un petit polar. Suzy Steiner, présumée disparue aux éditions Les Arènes. On est à Londres, famille très cossue. Lui, il est dentiste, très affilié à la famille royale. Elle, bourgeoise. Ils ont une fille, alors comme j'aime, c'est-à-dire végane, qui est à Cambridge, qui est une rebelle, mais bon, qui reçoit bien la pension de sa femme, de ses parents. Vous voyez, on vit dans la campagne, dans un chalet perdu au milieu de mais tout est nature, mais tout est très cher. Hein. C'est-à-dire que le naturel est très très cher. Et puis un jour, alors elle est fiancée, hein, et puis un jour, le fiancé arrive et la porte est ouverte. Il y a du sang par terre, il y a ses fringues et elle a disparu. Qu'est-elle devenue? Et là commence un polar à l'anglais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort inutile, c'est tout en psychologie, c'est d'une méchanceté, c'est d'une critique sur l'aristocratie, la grande bourgeoisie britannique qui est absolument incroyable. Je ne vous parle pas de Cambridge parce qu'ils s'en prennent plein la tête aussi. Cette fille, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Jusqu'au bout, vous ne savez pas. Et il y a une ambiance de faux cul là-dedans. En plus, c'est tellement vrai, ça sonne tellement vrai, vous avez envie de les baffer. Elle, vous avez envie de la baffer déjà en vous disant pourvu qu'elle soit morte ou qu'on le fait, ça serait pas. Et bon, alors vous allez voir, c'est plein de rebondissements. C'est vraiment toute la subtilité du polar anglais, comme il y a que eux qui savent faire ça. Puis il y a le côté, tasse de thé, poison, arsenic et vieille dentelle, alors qu'ils sont tous jeunes. C'est vraiment, allez-y. Je comprends pas que c'est pas plus marché. Ça a été un énorme succès, je crois, aux États-Unis ou je ne sais plus où. Et là, en France, ça marche, mais c'est pas. Alors que c'est vraiment d'une qualité incroyable. Très grande qualité. Présumée disparue, Suzy Steiner. C'est aux éditions Les Arènes. On se fait une petite prostituée, si j'ose dire. Marthe Kalman, chez Kalman Levy d'Essienne d'Orve. Parce que là, c'est vraiment la caricature c'est Marthe. Marthe, c'est Marthe Richard. Voilà. Donc, son nom est associé évidemment aux Maisons Closes. C'est elle qui les a fait fermer. On pense qu'on sait tout sur elle. Pas du tout, parce qu'elle avait une image de vieille acariâtre, moralisatrice. Mais pas du tout, les enfants. Je suis tombé sur les fesses, c'est le moment de le dire. Elle est originaire du nord de l'Est ou du nord de la France, dans une famille assez pauvre. Hein. Elle était destinée à être couturière, mariée, avoir des enfants, et puis elle, c'est pas du tout son truc, elle n'a pas envie du tout. Donc elle décide de partir, de s'enfuir à Nancy. Mais quand on est une femme, qu'on est pauvre à l'époque, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire qu'elle va, elle va vendre son corps, hein, elle va être prostituée. Mais alors le truc, c'est qu'elle va tomber amoureux d'un bel Italien, et elle est une niaise, elle croit que vraiment il est venu par hasard, et pas du tout, parce que lui, il est proxénète. Elle va être dans une maison. Alors là, vous avez la description des maisons closes au début du siècle qui est quand même hallucinante. Elle va vivre quand même une histoire d'amour avec ce type parce qu'il l'aime quand même. Il y a une passion. Alors elle va faire plein de choses. Elle va être parmi les 6 premières femmes à avoir leur brevet de pilote. C'est quand même incroyable. Elle va devenir. C'est une femme incroyable. Elle va devenir une grande bourgeoise, c'est-à-dire qu'elle va être mariée avec quelqu'un qui, en plus, elle l'aimait. Le gars l'aime vraiment. Elle aussi. Enfin. 1000 vies, enfin incroyable. Oui, prostituée, espionne, femme d'affaires, résistante, collabo, écrivain, pionnière de l'aviation, politicienne. Ça s'appelle Marthe ou les beaux mensonges de Nicolas d'Estienne d'Orve et c'est chez Kalman Levy. C'est vraiment alors moi, c'est une révélation de l'année, d'un personnage et d'un écrivain, parce que d'Estienne d'Orve, c'est un excellent écrivain. Oui, c'est lui qui a fait le dictionnaire amoureux de Paris, qui est formidable, chez Plon. Et qui est un écrivain, je trouve c'est injustement méconnu, je trouve qu'il devrait avoir plus de... 2 autres essais, La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage de Daniel Grand-Clément et Hélène Mathieu, sont 2 journalistes très sérieux. Hélène Mathieu, elle a travaillé à Marie-Claire, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir un biais misogyne, etc. Mais ils se sont repenchés sur cette affaire Jacqueline Sauvage. Ils se sont demandé pourquoi 2 cours d'appel l'avaient condamnée. Est-ce que les choses sont aussi manichéennes qu'on a bien voulu nous le dire et nous le montrer? C'est une enquête passionnante, c'est un essai, mais c'est presque un roman, parce qu'il vous replonge dans le quotidien de Jacqueline Sauvage. Il vous raconte comment elle lui a tiré dans le dos, qu'il s'est retrouvé avec la chaise en plastique sur la terrasse, Donc c'est une enquête assez implacable et qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur Jacqueline Sauvage. Tant mieux si ça a servi à libérer la parole sur les violences faites aux femmes, mais c'était peut-être pas forcément la meilleure égérie pour ça. C'est un livre courageux, parce que c'est pas dans l'air du temps et c'est pas culturellement correct, et je trouve que c'est assez courageux pour une journaliste qui travaille dans une revue féminine, parce que tout le monde... c'est chez Stock, La vérité sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Et puis un livre que j'ai beaucoup aimé aussi,
aussi Maria Doll. On ne voit bien qu'avec les yeux chez Plomb. C'est une vie aussi incroyable, cette femme qui aujourd'hui est aveugle. Elle est devenue aveugle à l'âge de 10 ans, mais elle a une vie aussi incroyable parce qu'elle n'a jamais laissé la maladie prendre le pas sur sa vie et elle s'est dit qu'elle vivrait normalement tout en étant aveugle. Et sa vie a commencé de façon incroyable puisqu'elle est née dans ces horribles maternités tenues par des bonnes sœurs en Irlande, puisque sa mère est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Elle décide quand même de la garder alors qu'elle devait être adoptée. Et puis à partir de là, c'est une vie insensée, faite de malheur, mais aussi de grand bonheur, parce que c'est un livre vraiment bienveillant. Hein. Ça s'appelle On ne voit bien qu'avec les yeux, et elle s'appelle Maria Doyle, et c'est chez Plomb. Je trouve que cette année, c'est une année où on remet les femmes. Il y a plein de romans sur le courage des femmes, sur même leur place dans l'histoire et tout. Je trouve que c'est assez sympathique à ce niveau-là. Juste un petit dernier, on a encore le temps. Allez-y, oui. Ouais, un livre d'histoire qui s'appelle Les grands vaincus de l'histoire de Jean-Christophe Buisson et Emmanuel Hecht. Alors, c'est un livre qui va vous parler, des gars qui sont faits, ils sont presque plus célèbres parce qu'ils sont fait vaincre que par. Alors, il y a Hannibal, allez-y, il y a Vercingétorix. Alors, ce qui est bien, c'est que Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Che Guevara. Alors, c'est des petits romans à chaque fois. Hein, c'est-à-dire qu'une fois. Alors, j'aime bien parce qu'il y a la plume de Jean-Christophe Buisson. Oui, qui a une plume de journaliste vraiment qui redonne du vivant à l'histoire. Et puis, il y a le côté documenté de Hecht, qui est un historien. Et je trouve que le couple, il fonctionne merveilleusement bien. Et on parlait d'Alain Decaux. C'est une sorte d'Alain Decaux à deux. Peut-être un peu plus sophistiqué. Et moi, ça m'a donné envie, Hannibal, ça m'a donné envie d'aller voir. Ça vous donne envie d'aller voir un petit peu plus loin sur certains de ces personnages. Et même si vous connaissez plein de choses en histoire, je crois que ça va vous captiver et éveiller votre curiosité. Bon, on a fait pas mal. Un petit dernier, peut-être pour la route. Le Taxi Curaçao. Taxi Curaçao. Un de nos coups de cœur de cette année. Pour moi, c'est comme la couverture. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est jaune et bleue pour ceux qui nous écoutent. Cette voiture, cette vieille américaine. Brige, il est belge. Hein, c'est pour moi un des plus brillants c'est l'auteur, écrivains. C'est Stéphane Bridge. Voilà, c'est chez Lise d'Ormesson. Vous allez vous retrouver à Curaçao, qui est une colonie dans les années 60 hollandaise. Un petit garçon qui est brillant, intelligent, il est noir. Son père est chauffeur de taxi. Ce qui compte pour lui, c'est surtout sa voiture. Le petit garçon va être pris en main par un curé qui se dit là il y a quelque chose à faire, mais vous allez voir que quand on est black dans les années 60 et qu'on n'appartient pas à l'establishment, même si on a beaucoup de talent, ça reproduit socialement. Mais c'est pas que ça. Hein. Il y a des portraits de femmes, c'est vivant, c'est l'histoire du Nil. Hein. Il y a du soleil, il y a la pauvreté. C'est la colonisation des Belges aussi. C'est vraiment une histoire. Hein. C'est pas un livre. Et puis alors c'est comme la jeune femme à la mobilette. La fin, je crois que je l'aurais pas fait l'auteur. C'était vraiment, c'est une des fins qui vous marque. C'est incroyable. C'est un des très 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 beaux romans de cette année. Voilà. Taxi Curaçao, c'est Stéphane Bridge et c'est chez Héloïse d'Ormesson. Si après on vous croise dans la rue et que vous nous dites qu'est-ce que je peux lire, alors là, je ne sais pas ce qu'on vous dira parce qu'on vous en a donné quand même pas mal. Merci à nos libraires qui sont intervenus partout en France et on se retrouve demain à 10h. Merci Gérard. Au revoir. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.